5 parcours singuliers de femmes extraordinaires qui allient au quotidien les difficultés de l'entrepreneuriat, les joies d'être des femmes, des mères de famille, bien souvent, des filles, des compagnes, et bien sûr, allier toutes ces difficultés à quelque chose d'extraordinaire au quotidien. Et je suis très, très, très heureuse de donner la parole ce soir. En fait, quand on habitait à l'unité 18 des Parcelles Assainies, on voyait la mer. Vous pouvez croire ça? On voyait la mer quand on était chez nous, parce qu'il n'y avait que du sable aux Parcelles Assainies. Et je vous parle de ça parce que c'est une partie de ma vie qui m'a beaucoup marquée, parce que je me rappelle quelque chose d'assez précis et qui m'a suivi, on va dire, tout le reste de ma vie. Je devais donner l'exemple. Donc j'ai fait des études assez... j'étais bonne élève. Alors, ma première, on va dire, désillusion, c'était que j'ai failli rater mon bac. J'ai quand même, en terminale, j'étais lauréate du concours général de biologie. Et donc, les gens ne se posaient pas la question, est-ce que j'allais avoir mon bac? On disait, ah, quelle mention elle va avoir? Quelle moyenne elle va avoir? En terminale scientifique, c'est 17 de moyenne, concours général, bon, voilà, bon. Donc, moi, je savais que je n'étais pas à l'aise. Donc, beaucoup de pression. Et donc, j'arrive, jour des délibérations, c'est... à part l'accouchement, ça fait partie des périodes les plus difficiles de ma vie, en fait. Donc, j'arrive là, donc, on était une promotion très, très studieuse, quoi. Il y avait une vraie compétition saine, mais voilà, il fallait être parmi les meilleurs. Donc, j'étais entourée de gens hyper brillants qui avaient tous aussi 17 de moyenne, 16 de moyenne. On se tenait dans un mouchoir de poche. Et là, on appelle les gens. Mention très bien, félicitations, bla, bla, bla. Hey, on appelle tout le monde sauf moi. On m'appelle et après on dit rattrapage. Mon Dieu, j'ai failli m'évanouir. Les gens étaient là. À un moment donné, on a appelé tout le monde. Et là, mes amis se sont retournés et ont commencé à dire, mais on n'a pas encore appelé Seynabou. Quand le truc est tombé là, mais attendez les gars, attendez, calmez-vous, on n'a pas encore appelé Seynabou. Donc là, on m'appelle et après, on appelle les gens qui vont au rattrapage. Et je me suis dit, mais comment je serais retournée chez moi pour dire à mes parents que je n'ai pas eu mon bac? Ah, là. Ça, c'était très, très difficile. Ensuite, je suis allée, j'aurais pu partir en France à l'époque faire des études, comme 90% de ma promotion. Et mon père a dit, non, on a de bonnes universités ici, tu restes là. Voilà. Bon. J'étais prise en médecine, mais je n'avais pas envie, en fait, parce que je ne suis pas à l'aise avec ça, je ne suis pas à l'aise avec le sang, je ne suis pas à l'aise avec toutes ces choses-là. Donc, je me suis dit, bon, j'avais fait entre-temps le concours de l'ESP, donc je suis allée à l'ESP, donc faire de la biologie. Donc j'ai appris la biologie, j'ai fait ça pendant... J'ai aimé ça, j'ai vraiment aimé ça. Et j'ai commencé à travailler à l'Institut Pasteur. Je me suis justement trouvé une passion par rapport à ça, parce que j'aimais beaucoup les sciences naturelles, mais de manière très théorique. Mais là, j'étais dans un laboratoire à analyser les fluides les plus intimes de nous. Je vous laisse imaginer, voilà. Mais c'était passionnant. J'ai fait ça 3 ans et malheureusement, heureusement pour moi, j'ai rencontré un homme. Voilà. Un homme qui a réussi à faire ce que mon père n'a pas réussi à faire, qui m'a réussi à faire sortir du Sénégal, parce que c'est un Toubab. Voilà. Donc je l'ai suivi. Entre parenthèses, à l'époque, les gens ont dit « c'est n'importe quoi » parce que je suis une tegue, un gnéno. Donc c'était assez compliqué à l'époque que je me marie avec un Toubab. Oui, ta fille là, elle a beaucoup de potentiel, genre de mariage quoi, genre c'est une bonne à marier quoi, elle est bien. Donc faut pas la s'arrêter au Toubab, on va la garder pour nous. Et mon père a dit, moi, le gars il est venu, il a demandé, je l'ai donné. Voilà, vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Donc je suis partie.
Et alors là, voilà, je vais arriver à la deuxième chose la plus difficile de ma vie. C'est-à-dire que je suis arrivée en France, enceinte, et j'ai accouché, pas toute seule, j'étais entourée, mais culturellement, voilà, je venais de quitter le Sénégal, je suis arrivée en France, et j'ai mon premier bébé, une fille, Aïssatou, et j'accouche par moins 10 degrés. Déjà, c'était un peu difficile d'aller à la maternité, surtout que j'avais du retard, donc je suis allée tous les jours. Non, votre col n'est pas ouvert, rentrez chez vous. Non, votre col n'est pas... Mais il y a de la neige, non, rentrez chez vous. Votre col n'est pas ouvert, vous revenez. Donc j'ai fait ce truc-là avec 10 cm de neige, c'était compliqué, j'étais complètement lost. Et j'ai mon bébé, et là je me dis, ouh là là, ma fille, il faut que tu te réveilles. Là, faut que tu te réveilles. Si tu ne réussis pas, en fait, ton intégration en France, là, tu es foutu. Tu es foutu. Et tu ne peux pas être foutu parce qu'il faudra aller dire à ton père, je suis foutu. Et ça, je ne peux pas. Donc, je réfléchis et je regarde comme ça. Je dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait de la biologie. Les Français ont dit que mon diplôme n'est pas assez bien pour travailler chez eux. Donc, qu'est-ce que je fais? Il est hors de question que je sorte de l'ESP pour refaire le même diplôme. Hors de question. Donc, je me dis, bon, c'est un tremplin, qu'est-ce que je fais? Je pars, je cherche. Je me dis, ce qu'il me faut, c'est travailler. Il faut absolument que je travaille le plus rapidement possible. Donc, je vais regarder sur Internet, etc. Et je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce diplôme-là? Et là, j'avais deux possibilités. Je tombe sur l'université de Angers qui formait, une école d'ingénieurs qui formait en biotechnologie. Je me dis, ah ça c'est bien, c'est des technologies, mais dans la biologie. Moi j'aime les technologies, donc je vais essayer d'aller faire ça. Donc je postule. Sauf que je suis prise à Angers et je me confonde à la dure réalité de l'immigration et des moyens que j'habitais pas à côté d'Angers. Donc, il fallait que je prenne le train. Jusque-là, j'ai connu que mon Dakar, où bon, je pouvais prendre mon car rapide, mon Ndiaganya et tout ce que je veux, mais voilà, c'était accessible. Mais là, il fallait prendre le temps, j'ai un bébé, etc. C'est pas possible. Et la petite chose que j'ai pas dit entre parenthèses, mon mari est militaire, donc il n'était jamais là. Donc, je me suis dit, non, tu es prise, mais il faut que tu sois raisonnable, c'est pas possible. Et là, je tombe sur un truc, délégué médical. Oh, ça c'est bien. Je regarde. Oh, 3 000 € de salaire, c'est pas mal ça paye bien. Et puis il y a des primes, il faut aller vendre des médicaments, tout ça, c'est pas mal. Je vais essayer de faire ça. Donc je postule, je suis prise. Sauf que la formation coûte hyper cher parce qu'il faut la payer. C'est une formation accélérée. Quand on sort, on a c'est un métier en fait, donc il faut une carte professionnelle en France pour faire ce métier-là. Donc ça a un vrai coût. Et je dis comme ça à mon mari. Je dis, tu sais quoi, moi j'ai fait l'effort. Moi j'ai tout quitté pour toi. Donc maintenant là, il faut que tu... Je dis, mais j'ai pas l'argent. Je dis, ici vous avez des banques, il faut aller s'il te plaît. Tu es militaire français, machin, voilà. Tu vas, tu empruntes de l'argent et moi je vais à l'école. Parce que je ne vais pas rester ici à... Désolée, le tchéboujen c'est bon, mais je ne vais pas rester ici à cuisiner du tchéboujen. Voilà, ce n'est pas mon ambition. C'est une belle ambition, certes, mais ce n'est pas la mienne. Donc, il me dit, mais toi, ce n'est pas possible, quoi. J'ai dit, non, tu vas à la banque, là, tu empruntes 10 000 € pour payer mes études, etc. Donc, c'est ce qu'on fait, en fait. On s'endette. On s'endette énormément parce qu'on n'avait pas les moyens, en fait, de payer cette école. Et quand il a accepté de faire ça, je me suis dit, pareil, je n'ai pas droit à l'échec. Et là, me voilà, avec mon bébé de 6 mois, parce que c'était 6 mois après, j'ai réussi à trouver une place en crèche. Je vous passe cette aventure. Je trouve une place en crèche et je dois commencer ma formation en janvier. Sauf qu'à l'époque, il neigeait vraiment. Le changement climatique, on ne le sentait pas autant. Donc, il neigeait. Donc, moi, sénégalaise, là, fraîchement débarquée, je dois faire ma poussette là, sous, je ne sais pas, jusqu'à la neige au genou. Mais il fallait que je fasse ça, que je sorte de chez moi tous les jours à 6h30 du matin, que je dépose ma fille, que j'aille à l'école. Je sors à 6h et la crèche ferme à 6h, donc il faut que je cours. Et j'arrive toujours en retard et on me regarde toujours, encore en retard. C'est pas grave.
c'est pas grave, on est des mères, à un moment donné, on est solidaires, même si en fait on fait semblant que non. Donc elles ont accepté que j'arrive toujours avec un petit quart d'heure de retard pendant 6 mois. Et heureusement que en fait, je me dis c'était même vital en fait. Je ne serais pas passée par là, je ne me serais pas insérée correctement en France et peut-être que ma vie n'aurait pas du tout eu le même tournant. Je reste vraiment beaucoup sur ça parce que c'est ce qui... Enfin, je pense que ce sont les périodes comme ça de notre vie qui nous forgent et qui nous font découvrir vraiment jusqu'où on peut aller et qui on est vraiment. Donc ensuite, bon, je fais une carrière très intéressante. Voilà, l'industrie pharmaceutique, ça paye bien, etc. Sauf que ça paye bien, mais on vend des médicaments qui ne soignent personne. Donc à un moment donné, les gens se rendent compte quand même. Et donc, la législation se durcit et on commence à nous licencier. Voilà. Donc ça a duré très longtemps. Bon, je disais tout à l'heure que je me suis soignée parce que j'étais serial shopper, donc je n'ai pas fait d'économie. Voilà. Je me soigne. Ça fait partie d'un de mes vices, en plus du café. Donc je me suis soignée parce que j'étais obligée, j'étais au chômage. Et là, encore une fois, je dis à mon mari, tu sais quoi, il y a une école de commerce à Angers. Il me dit, mais toi, tu as un problème avec Angers, quoi. Je dis, non, il y a une école de commerce à Angers. J'ai fait du marketing dans le pharmaceutique. Si je fais une école de commerce, je pourrais peut-être trouver quelque chose dans les laboratoires, etc., etc. Il me dit, bon, d'accord, on réemprunte 10 000 euros. Parce qu'il fallait que j'achète une voiture. La voiture que j'avais ne m'appartenait pas, c'était une voiture de fonction. Donc, quand je suis licenciée, je rends la voiture. D'accord? Donc, on se réendette et on achète une voiture. On paye l'école de commerce très, très cher. Et je la fais pendant 2 ans. Je finis mes 2 ans et là, l'autre, mon mari, je l'appelle l'autre, parce qu'on est des voisins de maison, en fait. On partage la maison. OK? L'autre, il a trouvé le moyen de se faire muter à 9000 km en Guyane française. Je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire en Guyane française? Qu'est-ce que je vais faire avec eux en Guyane française? Je me suis galérée, j'ai trouvé un boulot, machin, je me suis insérée, j'ai des amis, j'ai une vie sociale, tu veux m'amener là-bas? Je ne peux pas aller en Guyane française. Il me dit, si, tu pars en Guyane française avec moi, parce qu'il est hors de question que je parte 3 ans sans toi. Donc, on part en Guyane française. Et finalement, ça se passe très, très bien. Je trouve un boulot dans une association qui travaille dans tout ce qui est santé publique, donc santé territoriale. Et je me suis occupée des vieux pendant 3 ans. J'ai géré un réseau de gérontologie en Guyane française. Et c'était extrêmement enrichissant. Et ça m'a permis, en fait, de commencer à prendre conscience de l'impact qu'on peut avoir et qu'on doit avoir dans son environnement, dans sa société. Et là, c'était un peu un retour aux sources. Parce que, la Guyane française, c'est comme l'Afrique, mais en France, quoi. Donc, de temps en temps, j'entendais même des sonorités, des percussions. C'était vraiment, on avait cette ambiance-là d'être en Afrique. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Je pense que tu n'es pas encore bien à ta place. Il faudrait peut-être que tu réfléchisses. Et j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, pendant que je réfléchis, je vais faire un autre enfant. Ça va me faire gagner du temps. Donc, je fais le deuxième. Donc, j'ai un petit Guyanais, Sénégalais, Français. Donc, je fais le deuxième enfant. Et quand l'enfant naît, je me rappelle de la galère de la première. Je dis, non, il est hors de question que je pousse la poussette dans la neige. Hors de question. Je dis à mon mari, tu sais quoi, l'autre, je lui dis, tu sais quoi, j'ai envie de rentrer chez moi, quoi. Il me dit, quoi? Non. Et moi, je fais quoi? Moi, je n'ai pas fini ma carrière. Je dis, écoute, dans 5 ans, tu peux être retraité parce que ton corps ne vaudra plus rien pour l'armée. Donc, tu pourras nous rejoindre. Donc, je négocie parce que affaire de négociation, là, quoi, d'où rapport de force. Je négocie, je n'érale, j'achète des gâteaux, je cuisine, je redeviens quelqu'un d'autre. Et là, il me dit, OK, tu rentres au Sénégal, tu prospectes. Et moi, si ça se passe bien, je te rejoins. Je rentre au Sénégal avec mes 2 enfants sous le bras, beaucoup de rêves et beaucoup de désespoir, en fait, au bout d'1 an.
Vraiment. La première année, je me suis vraiment posé la question, est-ce que j'allais pas retourner? Parce que, mine de rien, j'étais devenue, on va dire, adulte, mais loin de chez moi. J'étais devenue une professionnelle loin de chez moi. Et je me suis forgé des standards, des références que je ne trouvais pas ici. Et là, je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Je reste, je pars. Je reste, je pars. Et pendant ce temps-là, en fait, avait commencé à germer cette histoire de Yaï. Parce que quand je suis revenue au Sénégal, moi, avec mes habitudes, parce que quand j'ai gagné le concours général, quand j'avais 18 ans, on m'a offert mon premier ordinateur portable. Et depuis, je ne l'ai plus jamais lâché. J'étais geek, j'étais accro à la technologie. J'achetais accro du shopping sur vente privée. J'étais les premières. Les premières. Ouais, j'achetais sur vente privée. J'adore encore. Venteprivée.com. Une vraie success story. Il faut aller regarder ça. Et donc, je viens ici et je suis déconnectée. Je dis, mais c'est pas possible. Je ne peux pas parler à des copines sur des forums. Je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, toutes les astuces là qu'on me donnait sur les enfants, j'avais le bébé là qui criait partout. Je dis, mais c'est pas possible. Comment je fais là? J'étais perdue. J'avais plus mes repères. Ma mère travaille encore parce que ça, c'est un vrai problème. Enfin, c'est un problème. La société a changé. On a des mères qui ont eu des carrières, et donc quand nous, on est devenus mères, elles n'avaient pas le temps, en fait, d'être là, à chouchouter nos... Elles avaient leur carrière à gérer aussi, ok? Donc là, je me dis, comment je fais? Et avec ma meilleure amie, qui, à l'époque, était dans le même désarroi, qui devait faire une césarienne et ne trouvait aucune information par rapport à ça. Et là, a germé l'idée de dire, non, il faut qu'on crée juste la même chose, un forum de mamans au Sénégal. Et c'est parti tout simplement de là. On a créé ce groupe-là, Entre Yaï, en 2013, pour répondre justement à ce problème-là. Un accès à l'information, une information utile, fiable, parce qu'elle vient de nos pairs, et quelque part, en fait, un réseau d'entraide et de support. Et on crée ça, et on se dit, bon, on va être juste 10-15 copines à discuter dedans. Bon, une semaine après, on était 300. J'ai dit, oulala, oulala, oulala. Donc, j'ai commencé en fait à m'occuper de ça. J'allais dans les cafés, je me posais, je cherchais Internet, je faisais des trucs, machin, etc. Je faisais le community management, en fait, sans savoir que je faisais ça, finalement. Et j'ai un ami qui m'a dit, mais écoute, nous, ce que je te propose, c'est de nous rejoindre. On a une agence de communication digitale, rejoins-nous et tu pourras continuer à t'amuser sur Yaï, faire des choses et tu géreras un portefeuille client. Et donc, je me suis retrouvée à faire de la communication digitale sans avoir jamais appris ça à l'école. Mais juste, en fait, portée par cette passion-là. Et 5 ans après, parce que ça, il y a maintenant 5 ans après, on a vraiment réussi cette belle aventure qui a été de transformer cette communauté-là, de lui apporter beaucoup de choses pendant ces années-là, d'avoir une reconnaissance de nos pères, de notre famille, etc. Et finalement, je suis devenue entrepreneur sans le savoir, clairement. Parce qu'à un moment donné aussi, il a fallu se dire, OK, c'est bien de porter des projets intéressants, etc. Mais il faut que tu vives, ma petite. Il faut que tu manges. Donc, c'est là où se pose la question. Et c'est là où, en fait, j'ai découvert, tiens, je suis une femme entrepreneur. Voilà. N'est-ce pas? Soudainement. Et ça me rappelle qu'une autre femme qui m'avait posé cette question, qui m'a dit, mais tiens, moi, je suis une vraie entrepreneur. Je lui ai dit, tu t'es levée un jour. Elle m'a dit oui. Tu as décidé que tu fais ça. Elle m'a dit oui. J'ai dit, tu es une entrepreneur. Parce que même moi, je ne savais pas. Je me suis levée un jour, j'ai voulu faire quelque chose, je l'ai fait et je suis entrepreneur. Donc, aujourd'hui, voilà, je suis très, très contente de vous avoir partagé qui je suis, un petit bout de qui je suis. Et l'entrepreneuriat, pour moi, en fait, c'est un suicide permanent. C'est, voilà, tous les matins, je me réveille en me disant, mais pourquoi tu fais ça? Tu as de l'eczéma, tu bois encore plus de café, tu en bois presque 2 litres par jour, mais pourquoi tu fais ça? Parce que tout simplement, si je ne le fais pas, je ne me lève pas le matin. Et cette excitation permanente, c'est ça qui me
qui me maintient. Et comme disait mon père, c'est ce qui me maintient pour ne pas me reposer, pour l'instant en tout cas. Merci beaucoup. Je tiens à saluer en fait le courage des femmes parce que et j'aime beaucoup le fait que Seynabou ait bien parlé dans son histoire des choix qu'il a fallu faire. Parce que pour nous, les femmes, il faut toujours se dire que voilà, quand on fait un enfant, voilà, faire un enfant, c'est 2 ans. Hein. C'est 2 ans où il faut gérer ça et autre chose. Et puis, être une femme, c'est aussi être potentiellement dans la situation de suivre son mari, ou en tout cas de gérer la carrière de son conjoint, et soit de prendre la dure décision de vivre séparés, soit de prendre la dure décision de rester ensemble. Mais dans tous les cas, il va falloir gérer toutes ces difficultés. Donc, bravo Seynabou, parce que tu t'en es très bien sortie.